Tiens, comme d'habitude, très court. Impeccable. Non, trop. Très court. Comme prévu. Et pourtant, j'avais envie de le dire. Ah bah je sais très bien que t'avais envie de dire plein de choses. Oh, moi je suis rassuré déjà. Il y a des convaincus. Donc bah, moi je suis Patrick Rossi, j'ai 40 ans. Je suis père de famille, je suis salarié, je travaille à Paris et je suis un citoyen avant tout. Je suis donc ni élu, ni professionnel de la politique et je suis encore moins familier avec cet exercice-là de parler devant tant de personnes. J'ai fait un constat amer, il y a quelque temps de cela déjà, sur la politique de mon pays et sur les décisions qui étaient prises en dépit du bon sens par nos dirigeants politiques. Et j'ai fait le choix de m'engager pleinement. Je suis porté par un élan démocratique pour une révolution citoyenne. Je m'appuie sur l'avenir en commun, et c'est comme ça que je m'affirme aujourd'hui. Je suis un insoumis. Je suis dans ce grand courant, celui de l'humanisme social et écologique. L'humanisme pour rappeler que nous avons un lien très intime avec la nature et les animaux. Écologique pour rappeler l'urgence qu'il faut absolument changer nos manières de consommer, nos manières et notre système économique. Social pour rappeler que l'accumulation des richesses est immorale, que l'exploitation de l'homme par l'homme est immorale et que la pauvreté est intolérable. Les candidats de la France insoumise sont la preuve aujourd'hui que nous pouvons reprendre le pouvoir, nous les citoyens, le petit peuple. Nous sommes des citoyens de tout horizon, nous sommes de tout corps professionnel, de toutes origines et de toute couleur de peau. Les candidats de la France insoumise représentent une force, et c'est celle du peuple. Nous sommes une force prête à gouverner. Nous en sommes préparés par nos pratiques professionnelles, nos pratiques associatives, également dans les luttes dans lesquelles nous avons mis tant de force contre les décisions de nos dirigeants politiques. Donc nous sommes prêts politiquement. Il ne suffit pas donc d'avoir un CV long comme le bras, d'avoir des actes de gloire dans telle ou telle entreprise ou telle école pour venir s'étiqueter de société civile et de mettre un DRH au ministère du Travail. Parce qu'aujourd'hui, le gouvernement Macron, permettez-moi d'avoir quelques inquiétudes sur sa constitution et aussi sur ce qu'il compte faire. Édouard Philippe, comme tout le monde sait, est un juppéiste. Il a fait campagne pour Juppé et il tenait une chronique de campagne dans laquelle il disait « Macron qui n'assume rien, mais promet tout avec la fougue d'un conquérant juvénile et le cynisme d'un vieux routier. » Et cet homme, 4 mois après, est le Premier ministre de Macron. Si en 4 mois, vous êtes capable de passer de Juppé à Macron, c'est que la distance des idées n'était pas si éloignée que ça. Et que votre sens du renouveau sent un petit peu le réchauffer. En ce moment, il procède par étapes. La première étape, ce fut l'écologie. Donc le Premier ministre, Édouard Philippe, est un pro-nucléaire. C'est un ancien lobbyiste d'Areva. Il est pro-charbon, il est anti-protection de la diversité, et il choisit un grand défenseur de l'environnement très célèbre au ministère de la transition écologique. Alors moi, ça m'amène à réfléchir sur quelques points. Le premier point, c'est qu'il y a forcément un des deux qui va avoir des difficultés à se faire comprendre. Le deuxième point, c'est que s'ils ne se comprennent pas,
ils ne vont rien faire. On va encore perdre du temps. Et le troisième point, je pense que c'est un coup de com'. C'est juste un coup de communication. Et encore une fois, ça va être les intérêts écologiques qui ils vont en faire les frais. En tout cas, la ligne elle est claire chez Macron et son gouvernement, c'est que on va vers une poursuite du nucléaire et des accords de libre-échange avec le Canada qui seront au détriment de l'environnement et de la santé. Ça, pour ça, cette ligne-là, on sait où ils vont. Ensuite, on a eu le droit à la moralisation de la vie politique. Monsieur Bayrou souhaite rédiger une loi de la moralisation de la vie politique, mais il va quand même falloir qu'il fasse attention un petit peu à ses fréquentations, parce que au niveau de son gouvernement, déjà en 3 semaines, la moralisation a déjà été bien égratignée, avec notamment l'affaire Ferrand. Ce monsieur qui baigne déjà dans des soupçons de conflit d'intérêts, et qui était pourtant le fer de lance lors de la campagne d'Emmanuel Macron, lors de la campagne présidentielle, il annonçait partout qu'il allait nettoyer la vie politique de la corruption. Moi, je pense qu'il va falloir d'abord qu'il balaye devant sa porte. Et là, en ce moment, c'est le dernier point, on est en pleine actualité, c'est son projet social. C'est dans tous les journaux, il nous en faut un vrai suspense. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il souhaite modifier le code du travail sans débat. Je dis bien sans débat, ils vont le faire par ordonnance, et ça pendant les vacances d'été, quand vous êtes à la plage. Ils veulent un approfondissement de la loi El Khomri touchant les salaires, les conditions de travail et sa durée du travail et sa durée légale. Le projet Macron va profondément changer nos vies professionnelles et nos vies familiales. Ils veulent de la flexibilité, donc dans chaque entreprise se décidera la durée du travail en fonction du carnet de commandes. Ils veulent aussi que vous soyez compétitifs dans chaque entreprise. Chaque entreprise pourra faire baisser les salaires en fonction des marchés à les conquérir. Donc ils vont aussi mettre les salariés en concurrence. Ils veulent aussi prévoir et budgéter les licenciements avec le plafonnement des indemnités prud'homales. Ils veulent que vous soyez représentés, mais pas trop. Leur souhait aussi, c'est de faire la fusion des instances représentatives, que ce soit CE, CHSCT, délégués du personnel. Ils veulent tout rassembler. Parce que moins il y a de gens pour discuter, moins il y a de gens à convaincre. Vous ajoutez à ça la retraite par points, la hausse de la CSG qui va toucher les retraites, comme le disait Alain, la restructuration du système d'assurance chômage, la suppression de 120 000 postes de fonctionnaires, et je vous garantis que ça va faire un choc social de grande ampleur. Donc il faudra préparer les baskets. Bien sûr, on n'oublie pas de se faire un petit peu plaisir avec la suppression de la moitié de l'impôt sur la fortune. Il faut bien se servir un petit peu. Donc en tout cas, moi ce que je voulais faire passer aussi comme message, c'est que sur ce gouvernement, c'est qu'il faut savoir que Macron, il n'a rien inventé. Il répète ses gammes. D'accord? Il répète les gammes qu'il a appris au sein de la commission Attali. Donc si on veut rentrer rapidement dans le détail, au niveau du rapport de la commission d'Attali, il est clairement indiqué que quel que soit le bord politique, que ce soit de droite ou de gauche, quel que soit le bord politique, il faudra faire des économies, casser le code du travail et son CDI, et aussi revoir le système des retraites. Quoi qu'il arrive, que ce soit de droite ou de gauche. Macron, il n'a rien inventé. Il n'a rien inventé. Il suit son cours d'économie qu'il a appris avec ses pairs, tout simplement. En même temps, on pourrait parler vite fait de Marc Cadet. Hein, lui aussi, c'est pareil, il n'a rien appris. Enfin, du moins, il n'a rien appris. Il ne veut rien proposer. Enfin, il a dit, je ferai des trucs, mais quand j'y serai. D'accord? Donc, en gros, on ne sait pas, il faut voir. Moi, je disais que vous le mettez sur un toit, et à défaut de tourner en rond, il vous indiquera le sens du vent. Donc, le président Macron,
Lui, il lui était impossible de croire à un autre monde, qu'un autre monde est possible. Il lui est impossible de croire que l'intérêt général prime sur l'intérêt individuel. Il s'en interdit même le droit. Le président Macron, vous l'aurez remarqué également, il jouit un petit peu d'un état de grâce en ce moment. Une grâce médiatique. Donc moi, je voulais juste vous dire qu'il ne fallait pas se laisser influencer par des belles phrases bien creuses et des mots bien lisses. Ce sont des paroles qui ne fâchent personne. Elles ne veulent fâcher personne. Macron, tout ce qu'il veut, lui, c'est avoir les mains libres pour procéder à une politique au service des plus riches et au détriment de l'environnement. La politique, c'est leur métier. Les oligarques et le MEDEF de Pierre Gattaz, ce sont leurs copains. Et votre candidate, Julie Garnier, n'est pas de ceux-là. Julie, c'est une jeune femme de 33 ans, elle est mère de famille, elle travaille dans l'enseignement supérieur, et elle est forte du programme qu'elle porte, l'Avenir en commun, forte de son expérience des luttes qu'elle a menées. Et c'est une candidate qui est portée par des dizaines de bénévoles. Vous êtes plein d'énergie, plein de tempérament. Mais surtout, donc, Julie, c'est une candidate qui a des priorités, et ces priorités, ce sont l'urgence sociale, l'urgence écologique, l'urgence démocratique et l'urgence de paix. Donc moi, j'espère une chose, c'est qu'on lui donne le pouvoir de faire valoir nos idées au niveau de l'Assemblée nationale. Il faut absolument mettre au pouvoir l'Avenir en commun, qui n'est pas sur la table. Il est dans ma poche. Donc pour cela, c'est simple. Vous prenez le bulletin qui est flagué du FI, vous le glissez dans l'urne, et on aura peut-être une chance de les dégager tous. Je vous remercie de votre attention, et... Oh, allez-y, applaudissez, moi, je... peut-être tous vu, mais il y a le clip de campagne et peut-être d'autres trucs qui vont passer sur l'écran qui se trouvent derrière vous. Merci. Bonjour, je suis Julie Martinez. Bonjour, je suis David Rossi. Et nous sommes les candidats de la France Insoumise dans la 40e circonscription de Seine-et-Marne. Nous nous présentons devant vous parce que nous voulons un système qui soit gouverné uniquement par l'intérêt général et non plus par l'argent. Il est temps de réécrire les règles politiques de notre pays, d'instaurer une 6e République et de rendre le pouvoir au peuple. Notre programme, c'est l'Avenir en commun. Nous proposons un meilleur partage des richesses pour lutter contre la pauvreté. Notre défi, c'est aussi la transition énergétique pour pouvoir enfin mettre fin aux énergies fossiles, au nucléaire et avoir du 100% d'énergie renouvelable. Et l'avenir en commun, c'est aussi l'augmentation du SMIC. C'est tout simplement la sécurité sociale intégrale. C'est la suppression des inégalités hommes-femmes dans la société. C'est l'agriculture 100% bio. L'agriculture paysanne. C'est la transition écologique. De redonner la priorité à l'éducation et de refonder l'enseignement supérieur. avec la France Insoumise, vous avez la possibilité d'élire des ouvriers, des fonctionnaires, des entrepreneurs, des chômeurs et des anonymes de tous horizons. La France Insoumise, c'est aussi ça. C'est moi, c'est mes enfants, c'est vos enfants. Bref, C'est nous. c'est moi. C'est moi, c'est aussi vous. C'est nous. C'est nos enfants et c'est vous aussi. Pour nous aussi. C'est moi. La France Insoumise, c'est moi. La France Insoumise, c'est pour eux. C'est moi. Alors soyons courageux, soyons à la hauteur des enjeux que nous avons. Demandons un renouvellement des pratiques politiciennes. Soyons courageux. Exigeons un vrai renouvellement des élus. Soyons courageux, car jamais nous n'étions nécessité autant de prise de conscience par nos concitoyens. Allez les gens, soyons courageux, votons pour les Jeux républicains.
Merci beaucoup. Et je ne pouvais pas commencer ce meeting sans vous dire du fond du cœur. Merci. Oui, j'ai même l'émotion qui monte parce que cette campagne, on l'a faite à notre image. Et je me rappelle quand on a lancé officiellement, la seule consigne qu'on vous a donnée, c'était surtout prenez du plaisir. Et je crois qu'on s'est fait plaisir profondément dans cette campagne, avec les collages, avec les tractages, avec les marchés, avec tant de choses encore et j'en passe, et nos caravanes sous la pluie, et plein de choses encore. On a rencontré plein de visages, on a rencontré plein de personnes, et je crois que la politique, ça doit être avant tout ça. C'est des gens qui se lancent parce qu'ils croient à des idées, et du fond du cœur. Encore une fois, merci. Voilà. Alors on a essayé de faire venir Jean-Luc, mais finalement on est mieux que lui. Et puis aussi on voulait montrer que la France Insoumise c'était nous, c'était ce qu'on se disait dans le clip. On n'a pas un gourou, on est là, on sait défendre nos idées, on sait tenir des meetings, on sait aller convaincre les gens sur place, on sait faire du porte-à-porte, on sait faire tout ça. Et c'est ce qu'on voulait montrer avec ce meeting, qu'on était capable d'exposer nos idées et de convaincre. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui avec toutes les urgences que Patrick vous a citées. Et je voulais commencer avec la première, c'est l'urgence démocratique. L'urgence démocratique parce que si aujourd'hui on est là, c'est qu'on constate tous qu'on est dans un système qui finalement n'est plus gouverné par l'intérêt général, mais par des intérêts un peu opaques, privés. Est-ce qu'il y a des lobbyistes derrière ou pas? À chaque fois qu'ils prennent une décision, finalement on se dit, ça sert qui en premier? Ça sert nous ou ça sert eux? Et dans notre programme, on a des propositions sur ce qu'on appelle la 6e République. Ils proposent une loi de moralisation, nous on a envie d'aller encore plus loin. Par exemple, quand on demande à rendre inéligible une personne, un élu qui a été coupable de corruption, il faut le proposer parce que c'est exemplaire. Il faut être fort là-dessus et dire, nous, c'est ce qu'on veut. On veut qu'une personne qui ait pris le doigt dans le pot de confiture, voire même le coude pour certains, parce que ça y va, il faut qu'il soit inéligible à vie. Pas 2 ans, pas 3 mois, à vie. On n'en veut plus. Quand on demande aussi le mandat révocatoire, c'est pas rien. Ils ne le proposent pas dans la loi de moralisation. Pourtant, nous, on veut ça. Le mandat révocatoire. Un élu qui fait des bêtises, dehors. On n'en veut plus. Quand on demande aussi la reconnaissance du vote blanc, c'est pas rien. Ça nous aurait bien arrangé, le vote blanc au second tour. Moi, personnellement, je me serais senti mieux quand même. Ça aurait été plus facile. Mais ça, ils le proposent, mais quand ils sont au pouvoir, il n'y a plus rien. Pourquoi? Parce que ça les arrange bien, finalement. Il y a plein de mesures comme ça, et l'atelier, après, qu'on a fait pourra encore le démontrer. Parce que on a un programme derrière. Et ça devrait être ça, la politique. Dans un contexte de volatilité, des convictions des uns et des autres, où ils sont dans un parti le matin, le midi ils sont dans un autre, puis finalement l'après-midi, si ils ont été jetés, ils reviennent dans le premier. Ça devrait être ça, la politique. La politique, c'est vous proposer un programme, c'est pas vous demander « Aujourd'hui, faites-moi confiance et vous verrez bien ce que demain sera ». La politique, c'est ça. C'est « Regardez ce que je vais faire, vous adhérez, ok ». Et ça vous fait un contrat, ça fait une garantie pour vous en tant qu'électeur. C'est une garantie. Aujourd'hui, notre programme, il est cohérent, il est global, il touche à plein de choses. Et il reflète ce que nous sommes. Contre tous ceux qui se croient nos maîtres, le programme comporte. Je ne suis qu'une porte-parole. Je ne vous demande pas de voter Julie, je vous demande de voter la France Insoumise, je vous demande de voter l'avenir en commun. Et ça fait la différence avec les autres. Aujourd'hui, je me présente comme députée, parce que le député, c'est un mandat national. Vous verrez les autres campagnes, celle de Christian Jacob notamment, ou même des autres, Marc Adel n'est pas mieux non plus, ils vous disent, moi en tant que maire j'ai fait ça, moi dans mon coin j'ai fait ça. Sauf que attention, député, c'est un mandat national.
Je ne vais pas vous promettre ici que je vais construire 3 bus de plus à Provins qui vont aller jusqu'à Bray pour aller à la Ferté-Gaucher. C'est pas vrai, parce que j'en aurai pas la compétence. Un député, il est là pour voter des lois nationales. Et ce n'est pas un seigneur local. Ce n'est pas du clientélisme. Et ça change aussi la donne. Parce que la transparence qu'on exige, elle se retrouve dans le milieu politique, mais pas que, elle se retrouve aussi dans le milieu des finances. Quand on voit les histoires de rachat de dettes, comme Goldman Sachs, etc., ils ne sont pas vraiment étrangers là-dedans, hein, c'est des acteurs. Est-ce que c'est logique? Non. Ça devrait être transparent tout ça. Quand on parle d'évasion fiscale, ça devrait être transparent aussi. Mais ça ne l'est pas. Pourtant, ce sont nos impôts qui partent là-bas. On ne sait pas où. Ce sont des entreprises qui ne payent pas des impôts. Et 80 milliards d'euros par an, c'est pas rien. Avec 80 milliards, je vous assure, on en fait des choses. C'est plus déjà que le budget de l'éducation nationale. La transparence qu'on exige dans cette urgence démocratique, elle est essentielle, parce que derrière les premières victimes, c'est nous. La première victime, c'est l'urgence sociale. Et c'est la deuxième urgence dont on voulait vous parler. Quand on parle d'urgence sociale, on parle d'abord de 9 millions de pauvres. 9 millions de pauvres. Mettez des visages sur cette statistique. Mettez des visages, mettez des noms. 9 millions de pauvres. Des personnes qui n'arrivent pas à manger, des personnes qui n'arrivent pas à payer leur loyer, des personnes qui renoncent à des soins parce qu'elles n'ont plus les moyens. Et dans ces 9 millions de pauvres, il y a 5 millions de travailleurs. Des personnes qui travaillent et qui malgré tout n'y arrivent plus. Il y a des retraités, il y a des handicapés, il y a des artisans, il y a des agriculteurs, il y a des chômeurs. Il y a plein de personnes dans ces 9 millions de pauvres. Et ça, qu'est-ce que c'est que d'autre que l'aveu de finalement de ce système qui accumule et qui n'a jamais aussi mal réparti les richesses. On n'a jamais eu des riches aussi riches et on n'a jamais eu des pauvres qui sont. Ce n'est qu'un aveu en fait de ce système qui ne fonctionne plus. Et aujourd'hui, ils vont encore s'attaquer au code du travail. Et ils vont vous expliquer tous les jours, ils vont vous le dire sur les chaînes médiatiques, partout, que vous coûtez trop cher, qu'il faut être plus flexible, qu'il faut être plus compétitif, qu'il faut être plus productif. Tous les jours, ils vont vous l'expliquer, ils vont vous donner des objectifs. Et si vous ne les remplissez pas, ils vont vous foutre dehors. C'est ça qu'ils vont vous expliquer, parce qu'ils vont vous faire culpabiliser, pendant que là-haut, tout va bien. Et il ne faut pas être naïf, il n'y a pas de gré à gré dans cette histoire. Dans un contexte où il y a 3,5 millions de chômeurs, il n'y a pas de gré à gré. Entre le faible et le fort, c'est la liberté qui opprime, et c'est la loi qui protège. Et là, la loi, ils vont vous l'enlever, tout simplement. On va faire un petit flashback, parce que ça va vous parler, et il faudra l'avoir en mémoire tout le temps. Je vais vous demander de vous rappeler des Conti. Vous en rappelez des Conti? Les Conti, on leur a dit, vous savez, l'entreprise, ça ne va pas bien du tout, économiquement, ça ne va pas, il faut faire des efforts. Bon, il se trouve qu'après, finalement, l'entreprise, elle allait bien. Il y a eu 5 procès. Sur les 5 procès, à chaque fois, ça a été statué que si l'entreprise allait bien. Mais à l'époque, on leur disait, ça allait pas bien, il faut faire des efforts. Alors, ils en ont fait. Ils ont travaillé plus, parce qu'il fallait travailler plus. On leur a demandé d'être payés moins, ils ont été payés moins. Et à la fin, ils ont été virés. Ils ont été virés. Il y a eu plus de 100 suicides, on n'en parle plus. Il y a eu plus de 400 divorces, on n'en a jamais parlé. Et après, on les a traités de voyous. Vous savez qui les a traités de voyous? C'est Manuel Valls. Il leur a dit, vous êtes des voyous, vous avez lancé des œufs. C'est ça le monde dans lequel on est. C'est que vous perdez tout, vous perdez votre maison, vous perdez votre vie, alors vous avez laissé de la sueur, vous avez laissé du temps, vous avez laissé votre vie dans cette histoire, pour qu'une entreprise gagne des sous, parce qu'elle en gagnait des sous. Et elle gagne des sous pour quoi? Pour construire des usines à l'étranger, pour après mieux vous virer. C'est ça le système qu'ils veulent, c'est ça qu'on veut. Et ces Conti, ces malheureux, et après on leur crache dessus. Et on leur dit, regardez ces voyous, regardez les œufs qu'ils ont lancés. Ou après avec Air France, quand on leur a dit, regardez la chemise déchirée. Mais elle est où la violence dans ce système? Elle est où? Ce sont eux les violents. Ce sont eux qui nous imposent leur violence tous les jours.
dans notre travail, dans la souffrance qu'on peut ressentir chacun. Elle est là, la violence, mais elle n'a jamais été ailleurs. C'est pas nous les violents. Nous, ce qu'on veut, c'est vivre heureuse. C'est les jours heureux, c'est le goût du bonheur. Qu'est-ce qu'on veut d'autre que ça? On ne veut pas accumuler pour accumuler. Mais eux, c'est ce qu'ils veulent. Rappelez-vous des Conti. Cette histoire, c'était pas de la science-fiction. Ça s'est passé. Ça se passe encore et ça se passera encore malheureusement. Parce que derrière, ils vont rendre notre vie plus compliquée. Sans aucune raison. Sans aucune raison. Demain, nous tous ici, chacun individuellement, on verra notre vie plus compliquée. Sans aucune raison. Également, l'urgence sociale, ça passe par la justice fiscale. La justice fiscale, vous savez que nous, on a beaucoup de propositions. On a d'abord les 14 tranches, faire un impôt plus progressif, donc plus juste. Si on avait un impôt plus juste, par exemple, on aurait une dette qui serait 4 fois inférieure à celle qui existe aujourd'hui. Même les impôts en 1960 étaient plus justes qu'aujourd'hui, pour vous dire. On veut aussi remettre en cause les cadeaux fiscaux, le CICE. Vous savez ce CICE? Vous savez combien il nous coûte par an ce CICE? 41 milliards. 41 milliards d'euros par an. Vous savez ce qu'on fait avec 41 milliards d'euros par an? Avec 41 milliards d'euros par an, on fait 2,5 millions d'emplois, payés 1850 € net par mois. Voilà. Alors, c'est vrai que c'est pas comme si on avait besoin de policiers, d'infirmières, de services publics de proximité, dans les petits villages, voilà. On aurait pu en créer 2,5 millions avec le CICE. Et finalement, on a préféré faire ça en cadeaux fiscaux, et des cadeaux fiscaux qui nous ont rapporté que... Voilà. L'urgence sociale, c'est aussi... ça passe aussi par la sécurité sociale. Nous, on veut une sécurité sociale unique pour tout le monde, parce que nous tous ici, on court les mêmes risques de maladie. Donc c'est normal qu'on soit couvert par la même sécurité sociale. On veut plus de RSI, parce qu'un virus, il s'en fout, vous soyez entrepreneur, ouvrier, chômeur ou quoi que ce soit, il s'en fout, lui. Donc nous, ce qu'on veut, c'est abolir tous ces systèmes de sécurité sociaux qui existent et n'en faire qu'une seule, qui prend en charge à 100% tous les frais, pour que nous tous, ici ensemble, nous soyons en bonne santé. La santé, c'est pas rien. Aujourd'hui, il nous pose la question, est-ce que la santé doit être rentable? Est-ce que la santé doit être rentable? Est-ce que la santé doit être un marché, comme un autre? Parce que c'est ce qu'ils voudraient, en fait, que tout soit un marché, que tout s'échange, que tout se produise, que tout se consomme partout, où, n'importe comment, en faisant des milliers et des milliers de kilomètres, peu importe, consommer, continuer, échangeons tout et n'importe quoi. Et on se retrouve embrigadé dans des traités de libre-échange. Vous devez en connaître un, le CETA. Vous connaissez le CETA? Ce traité de libre-échange avec le Canada. Ce traité de libre-échange avec le Canada, il prévoit... Alors, je vais rentrer un petit peu dans des considérations un peu techniques, mais qui sont utiles après, parce que c'est ce qu'un député va devoir voter, va devoir se prononcer là-dessus. Dans le CETA, notamment, il est prévu des tribunaux d'arbitrage privés. Qu'est-ce que c'est? Vous savez, les multinationales, quand elles ont des conflits, les unes avec les autres, comme elles agissent sur plusieurs territoires, elles ont fait des tribunaux d'arbitrage. Alors elles ont convoqué des magistrats, des avocats, etc. Et au fur et à mesure de leur conflit, elles ont dégagé une jurisprudence internationale. Et elles se sont dit, avec les traités de libre-échange, ça serait bien finalement de pouvoir aussi inclure les États dedans. Donc une multinationale puisse attaquer un État. Et c'est ce qui est prévu dans le CETA notamment. Et ça, c'est pas rien. Et je ne vous parle pas de science-fiction, parce que ça existe déjà, ces tribunaux d'arbitrage privés. Je vais vous donner un exemple. En Australie, l'Australie a pris une loi anti-cigarette, parce que là-bas, voilà, ils ont fait une cause nationale, et ils ont pris, légitimement, par vote, à l'Assemblée, ils ont voté une loi anti-cigarette. Il se trouve que suite à cette loi, il y a une firme du tabac qui a attaqué l'État, qui a attaqué l'Australie en disant « Oui, mais attention, là, avec votre loi, moi j'avais fait des investissements, je n'ai plus mon retour sur investissement, donc vous allez me payer une amende pour toutes les cigarettes que j'aurais pu vendre et que je ne vends pas à cause de votre loi. »
Donc aujourd'hui, l'Australie paye une amende pour toutes les cigarettes que l'entreprise aurait peut-être vendues, et selon ces chiffres, à elle. Un autre exemple, au Canada, dans l'essence, ils rajoutent un produit, alors c'est un produit génial, qui encrasse les moteurs et pollue l'environnement. C'est top. Le Canada s'est dit, on va peut-être le retirer ce produit. Pareil, ils ont voté une loi, etc. Sauf qu'ils se sont fait attaquer après par cette entreprise qui produit cette chose. Et il se trouve que du coup, le Canada a cédé et a remis ce produit qui encrasse les moteurs et pollue l'environnement. Voilà. Alors, imaginez bien demain, si par exemple demain, on a une majorité à l'Assemblée, on vote pour, je sais pas, les cantines bio par exemple, dans toutes les écoles. Et bien demain, on pourrait très bien avoir une multinationale agroalimentaire qui porte plainte contre la France parce qu'elle ne vend pas tout ce qu'elle aurait espéré vendre dans les cantines. Et il va falloir payer cette amende pour pouvoir manger bio, pour pouvoir manger sainement, tout simplement. Et ça, quand vous allez élire le député, vous allez avoir deux sortes de députés. Vous allez avoir les premiers, ceux qui sont d'accord pour ces tribunaux d'arbitrage. Alors pas besoin de vous les citer, hein. Macron en tête, LR, le PS s'est déjà prononcé pour aussi. Et puis vous allez avoir les autres, ceux qui ne sont pas d'accord. Nous. Les traités en fait qu'on prend, le député va devoir aussi se prononcer là-dessus. Et des traités inégaux, il y en a à l'appel. Des traités inégaux qui déstabilisent les dynamiques locales, il y en a. Et nous, c'est sur lesquels on veut se battre. Des traités qui laissent la lutte climatique aux pays du Sud, aux pays les plus faibles, il y en a, et nous, on voudra se battre là-dessus aussi. On se battra aussi pour sortir de l'OTAN, parce qu'on veut retrouver une indépendance qui est importante. Nous, ce qu'on veut, c'est donner du pouvoir à l'ONU. C'est là que se fait la paix. Et c'est une urgence aussi, la paix. Dans les guerres qu'on connaît aujourd'hui, les guerres, suivez juste les gazoducs et les pipelines, vous les retrouverez, les guerres, où elles sont. Parce que les guerres, elles ne sont là que pour s'accaparer les matières premières. Et dites-vous bien que la paix, c'est pas un mot. La paix, c'est une politique. On travaille à la paix en travaillant à la paix. La paix, on la travaille en mettant l'écologie au poste de commande. Nous, en tout cas, c'est ce qu'on propose. Quand on dit on veut sortir des énergies fossiles, c'est pas rien. C'est parce qu'on veut se dédouaner de tout ça. On veut justement travailler sur les causes des guerres. Et en travaillant sur les causes des guerres, en passant aux énergies renouvelables, on est acteur là-dedans et on propose une alternative, on propose une autre politique, on propose une autre façon de voir le monde et de sortir de ces dérèglements. C'est ça qu'on propose quand on dit tout ça. Et l'urgence écologique, c'est une urgence fondamentale. Je vous l'ai dit, on la met au poste de commande. L'urgence écologique, elle passe pour nous avant tout par la règle verte. La règle verte, pour ceux qui ne la connaissent pas encore, c'est de dire on ne peut pas prendre plus à la Terre que ce qu'elle ne peut reconstituer. C'est ça la règle verte. La règle verte, c'est de vouloir arrêter avec ce système qui produit loin et de mauvaise qualité. Vous savez qu'un vêtement, les vêtements là que vous portez, ils peuvent faire jusqu'à 40 000 km avant d'arriver dans vos armoires. Et dans quelles conditions ont-ils été produits? On se posait la question. On veut sortir en fait de cette consommation déraisonnable qui fait qu'aujourd'hui, tout consommer, c'est avoir une place. C'est ce qu'on vous vend, la publicité est partout. Et aujourd'hui, on arrive à des aberrations où finalement on consomme, mais on oublie, on ne peut plus après se soigner. On ne peut plus après se faire opérer. Je sais que je parle à beaucoup de personnes en disant ça. Et en plus, en sortant de cette consommation déraisonnable, on a aussi un impact sur les déchets derrière. Parce que les déchets en Seine-et-Marne, on est quand même particulièrement concernés. 80% des déchets d'Île-de-France arrivent ici, en Seine-et-Marne, dans des décharges. C'est pas rien. Et une décharge, on pourrait faire autre chose avec ces déchets. On pourrait investir dans les formations d'économie circulaire. Aujourd'hui, quand vous mettez 10 000 tonnes dans une décharge, c'est un emploi. Quand vous mettez 10 000 tonnes en économie circulaire, c'est 300 emplois. Vous voyez que de l'emploi, il y en a. Et c'est compatible avec l'écologie, parce qu'on met l'écologie justement au poste de commande. Et
C'est pas rien cette écologie. Faites le constat autour de vous. Chaque année, à partir du mois de juillet, tout ce qu'on consomme, tout ce qu'on produit, c'est pris sur le capital de la Terre. C'est quelque chose qu'on ne retrouvera jamais. C'est de la dette. C'est de la dette pour les générations futures. C'est ce qu'on ne retrouvera plus. En 2000, c'était à partir du 1er octobre. Aujourd'hui, c'est à partir de juillet. Vous voyez à quel point la façon de consommer, il faut tout revoir. La règle verte, c'est pas une utopie. La règle verte, c'est parce qu'on n'a pas le choix. Ici, on est tous unis par la même chose, par l'air qu'on respire. Vous soyez de droite, de gauche, vous votiez pas, quoi que ce soit. On est unis par ça, par cet air qu'on respire. Il faudra qu'on y arrive. La règle verte, on n'a pas le choix. C'est notre objectif. On veut aussi lutter contre l'obsolescence programmée. Vous savez, le lave-linge qui tombe en panne pile un mois après la fin de garantie. Je pense que je parle aussi, il y a beaucoup de gens. On veut aussi une agriculture paysanne qui serait basée sur la permaculture. La permaculture, c'est quoi? C'est arrêter avec ces monocultures, ces grands hectares où il faut de l'engrais, toujours de l'engrais pour pouvoir rendre des productions fertiles. Non, la permaculture, c'est de revenir sur des petites exploitations, mélanger les cultures les unes avec les autres parce qu'elles sont complémentaires et vous obtenez des rendements qui sont grandement supérieurs à ce qu'on connaît aujourd'hui, avec moins d'engrais en plus, parce qu'il y a des synergies. Il y a en plus des perspectives derrière avec ça. Parce que quand je vous parle d'agriculture paysanne, je vous parle de 45 emplois pour 100 hectares. Alors que quand l'agriculture industrielle, elle ne propose que 1 à 4 emplois pour 100 hectares. Vous voyez que là aussi, il y a de l'emploi. Là aussi, il y a des débouchés. Et après, vous leur donnez des circuits courts. Vous les retrouvez dans les cantines. Vous les retrouvez dans vos assiettes. Et vous savez ce que vous avez dans votre assiette, il vient du producteur du coin. Parce que là aussi, quand on parlait de transparence, ça parle, cette transparence écologique. Il y a aussi, en Seine-et-Marne, les gaz et huiles de schiste. Vous savez que la Seine-et-Marne est le premier département concerné par ça. Et vous savez, tout comme moi, à quel point ça bousille les territoires. Demain, vous faites de l'exploitation, de l'exploration, vos territoires sont pourris. Et vous serez pris au piège, parce que demain, avec le CETA d'ailleurs, qui est la porte ouverte à ça, rappelez-vous les tribunaux d'arbitrage, etc., si on refuse les gaz et huiles de schiste, rappelez-vous de ça. Et bien demain, s'il y a ça, vous ne pourrez plus vendre, parce que vos terres, elles ne faudront plus rien. Vous serez coincés, vous serez piégés par ça. Et vos terres, votre eau, tout ça, ça sera pollué. Et une eau dépolluée, vous savez combien ça coûte? C'est le double. C'est ce qui coûte le plus cher. Votre eau, quand vous payez votre facture d'eau, dites-vous bien que la moitié de votre facture, c'est juste pour dépolluer l'eau. Et dans ce qu'on propose aussi, il y a la sortie du nucléaire. Alors je ne vais pas vous faire peur. Non. Ils ont essayé avec les Suisses de leur faire peur. Vous savez, quand les Suisses là, ont voté récemment pour la sortie du nucléaire, ils leur ont tout dit. Oh, vous allez avoir des douches froides. Qu'est-ce qu'ils leur ont sorti encore? Tu te rappelles, toi? Il y a eu des effets de peur, des fake news. De toute façon, ils fonctionnent que comme ça, en vous faisant peur, surtout, ayez peur. Et puis finalement, les Suisses ont voté la sortie. Bon, ça posera quand même des questions, parce que juste à côté de la Suisse, il y a quand même 2 super centrales, Bugey et Fessenheim. Vous connaissez Fessenheim? Ouais, c'est juste à côté de la Suisse. Je pense que les Suisses, à un moment, ils vont nous dire que ce serait bien d'arrêter ça. En tout cas, nous, c'est ce qu'on propose, la sortie du nucléaire. Parce que, à Nogent-sur-Seine, ouais, 20 km. À 20 km de Provins, on en a une, au fait. Hein. Voilà. Pas d'incident. J'espère. On ne sait pas. On ne sait pas. En tout cas, il y en a 19 centrales qui vont arriver en fin de vie pendant le quinquennat de Macron. Et bien, on verra ce que ça va donner à la fin. Nous, on veut la sortie, en tout cas, du nucléaire. Et avant, je vais en terminer là parce qu'il fait chaud, on a soif, et puis en plus, on a plein de petites boissons à vous servir et à vous offrir. Le frigo est plein. Merci la menthe fine. Je finirai là-dessus. Les Insoumis, la France insoumise, c'est une vraie force. C'est une force issue du peuple. C'est la force qui dit qu'on peut faire autrement. On peut faire de la politique autrement.
C'est la force qui dit que la vie vaut d'être vécue. C'est la force qui dit qu'on a le droit aux jours heureux, qu'on a le droit au goût du bonheur. Le programme qu'on défend, c'est une vision, c'est plus qu'un programme, c'est un bon sens populaire. C'est pas de l'arrangement politique, on n'a pas fait ce programme pour faire plaisir à un tel ou pour faire plaisir à l'autre. Ce programme, ce qu'on défend, la France insoumise, c'est un drapeau clair, net, sans tache. Vous pouvez en être fiers, parce qu'il est beau ce mouvement. C'est le mouvement qui dit, allez, dégageons-les tous, là, cette politicaille, tous les arrangements, tous les décomposés, des recomposés. C'est ça la France insoumise. Ce message, c'est dégagez-les tous. On ne fait pas barrage au FN, on veut dégager aussi le FN. La France insoumise, c'est ça, c'est nous tous. En tant qu'insoumis, on est insoumis. On est citoyens. Et le vœu le plus cher que je fais aujourd'hui, c'est soyons insoumis. Contre tous ceux qui se croient nos maîtres, restons insoumis. Restons insoumis pour toujours. Merci. Moi j'en profite vite fait là, puisqu'on est tous là, pratiquement en famille. Le boulot qui a été fait par Julie pour le mouvement. Je l'ai croisé sur MSN. Il y a un groupe d'appui là-bas, je vais peut-être aller voir ce que ça donne. Et finalement, je me retrouve suppléant aux législatives. Il n'a pas eu le choix. Non mais il faut se rendre compte, le boulot qui a été abattu par Julie pour le mouvement, pour vous, avec votre aide. Alors on est là, on est tous là, on a tous collé les affiches, on a tous... Il manque clavicule. Les... Il manque clavicule. Nico, ouais, on a une grande pensée pour Nico. Nico, si tu nous regardes, on te like. Donc voilà, moi je voulais juste comme ça, parce que... non mais c'est vrai, t'as été super. C'est pas fini, on espère avoir le deuxième tour, hein, bien sûr. On lâche rien. On lâche rien. Mais voilà, ça a été des heures et des heures de taf. Ça a été du boitage pendant... ça fait combien de temps que tu es en campagne? Moi, j'étais pas beaucoup sur le terrain, mais faut dire que tu te levais tôt, tu te couchais tard. On a commencé tôt, parce qu'on a commencé aussi avec la présidentielle de Jean-Luc Mélenchon. Bon, bref, moi je voulais te dire merci pour ce que tu as fait, et merci pour le mouvement. Et au nom de la France insoumise et de tous les insoumis, bravo. Faut ranger la salle. Et vous, maman? Et vous, maman?